Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir. Comment vous Bonsoir, allez? Coach Papi. Bonsoir, Coach Ereli. Est-ce que vous me captez? Très bien. Magnifique, magnifique. Bonsoir, Nathan. Bonsoir, Nathan. Bonsoir, Ephraim. J'espère que vous me captez très bien, Louis. Bonsoir, bonsoir, coach. Ok. Ephraim, comment le bas Congo? Non, ça va très bien, en tout cas, par la grâce de Dieu, ça se passe très bien, merci. Ok. Ephraim et puis Nathan, vous êtes privilégiés par rapport à ce séminaire qui est un pas plus loin, un pas plus haut. C'est une des séries du programme En route vers la réussite. Et on a prévu comme ça pour toute l'année 4 séminaires. Là, on est au troisième séminaire et puis on est au deuxième jour de ce troisième séminaire. Donc, sentez-vous à l'aise de je ne sais pas comment Coach Aurélie va s'y prendre. Et je vis que vous êtes privilégié, Ephraim, Nathan, par rapport à ce que vous êtes. C'est un séminaire payant. On a voulu vous faire bénéficier ça par rapport à ce que vous êtes. Voilà, sentez-vous à l'aise, posez des questions là, il faut poser. Arrêtez Coach Aurélie pendant qu'elle va présenter, poser des questions, réagissez. C'est un séminaire interactif. Donc, voilà. Donc, par rapport à ces séminaires, c'est Coach Aurélie qui va continuer à nous présenter comme elle avait fait depuis hier. Sans plus tarder, je donne la parole à Coach Aurélie. Comme ça, on met des Merci. fleurs au Coach Aurélie pendant qu'elle prend la parole. Merci, Coach Papi. Oui, alors, depuis hier, on a parlé de l'amélioration continue en entreprise. Et on avait terminé sur les 8 leviers pour optimiser les services dans une entreprise. Voilà, je vais rapidement, parce que comme il y a des gens qui n'étaient pas là hier et qui sont là aujourd'hui, je vais rapidement résumer ce qu'on a fait hier pour que tout le monde soit à peu près, ça ne pourra pas être exactement, mais à peu près au courant de ce qui a été fait hier. Donc, hier, on avait dit que le premier levier était de placer les clients au cœur de votre attention. Parce que les clients font vivre l'entreprise et donc il faut placer les clients au cœur de nos préoccupations. Ensuite, on a vu qu'il fallait supprimer les gaspillages et optimiser les processus. Parce qu'aucune entreprise n'est parfaitement optimisée et il y a toujours des gaspillages qu'il faut supprimer et il y a toujours des processus dans une entreprise à améliorer. Ensuite, on a vu qu'il fallait mesurer la satisfaction des clients pour mieux répondre à leurs attentes parce qu'un client satisfait revient. Et nous avons besoin que les clients reviennent parce que si nous n'avons pas de clients en tant qu'entrepreneur, nous n'allons pas bien loin. Ensuite, on a dit que les lois et les réglementations évoluent régulièrement et qu'en tant qu'entrepreneur, il fallait suivre l'évolution des réglementations pour rester en conformité. Et aussi parce que certaines réglementations sont exigées pour accéder à certains marchés, notamment les marchés internationaux. Les risques sont importants et nous vivons dans un monde de plus en plus tumultueux et nos entreprises sont exposées à toutes sortes de risques. Donc, il faut, euh, il faut anticiper ces risques.
Le sixième point, c'était favoriser la capacité d'innovation de nos équipes. Comme le monde dans lequel nous évoluons change, on voit aujourd'hui les intelligences artificielles, pas mal de choses. Nos entreprises doivent s'adapter en favorisant la capacité d'innovation de nos équipes. Euh, il faut aussi renforcer l'engagement des salariés. Ce sont les salariés qui vont tourner nos entreprises. Sans eux, on n'est rien. Une personne a beau avoir une grande vision, a beau avoir euh, énormément de compétences, de connaissances. John C. Maxwell a pour habitude de dire que le chiffre 1 est trop petit pour faire quoi que ce soit. Donc, nous avons besoin de nos salariés et pour avoir une entreprise rentable, il faut renforcer l'engagement de nos salariés. Et nous avions terminé sur cette diapositive hier. Penser amélioration continue, encourager nos employés à proposer des idées, à mettre en place des programmes de formation pour développer les expertises ou l'expertise de chacun de nos salariés. On a vu aussi qu'il fallait mesurer, suivre les résultats obtenus quand on améliore les processus, quand on met des systèmes en place pour éliminer les gaspillages, quand on met des enquêtes, par exemple des enquêtes de satisfaction pour mesurer la satisfaction de nos clients, etc. Tout ce qu'on met en place, nous devons mettre en face des indicateurs pour suivre les résultats obtenus et pour savoir si ce qu'on a mis en place est efficace. Et puis, de mettre en place des indicateurs, ça permet également de détecter tout problème potentiel et d'entreprendre rapidement les actions correctives qui s'imposent. Donc, ceci dit, on a parlé donc de 8 clés. Et ce que j'aimerais vous dire par rapport à tout ça, parce que ça, c'est une partie de la mise en place d'un système de management de la qualité, un système de gestion de la qualité dans une entreprise. Et selon une étude de la Commission européenne, les PME qui mettent en place ces systèmes de gestion de la qualité voient une amélioration significative de leur performance globale. Donc, rien qu'avec ça, 10% d'augmentation de la productivité, 10% de réduction des coûts, une amélioration significative de la qualité des produits et des services. Donc, c'est juste en agissant sur ces leviers-là. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, donc les pourcentages que je viens d'annoncer, ce sont des pourcentages qui concernent l'Europe. En ce qui concerne l'Afrique, il n'y a aucune étude menée pour l'instant, mais on imagine bien que le bénéfice est encore plus important et les expériences des personnes qui travaillent dans ce domaine et qui vont accompagner des PME dans la gestion de la qualité montrent que les résultats sont encore plus élevés qu'en Europe. Aujourd'hui, par rapport au retour que moi j'ai, par rapport au contact que j'ai avec des PME africaines, je remarque que les entreprises africaines accordent peu d'importance à la gestion de la qualité parce que ils sont dans beaucoup de petites entreprises sont dans le euh, je fais ça aujourd'hui, demain je verrai. Et donc, ils sont vraiment à agir vraiment dans l'urgence et il y a très peu d'anticipation. Donc, ça les rend vulnérables. Et c'est pour ça qu'il y a une différence de compétitivité avec les entreprises occidentales. Donc, moi, je disais hier, hein, un de mes challenges, vraiment en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'auditeur conseiller qualité, c'est d'apporter un peu ce que j'ai appris en Europe, en Afrique, pour que nos entreprises aussi gagnent en compétitivité. Maintenant, je vais vous parler de 7 moyens efficaces pour booster le chiffre d'affaires. Mais avant ça, peut-être que vous avez des questions sur ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a des questions
que ce soit ceux qui étaient là hier, que ce soit ceux qui sont là juste pour la deuxième journée. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que ce séminaire se veut interactif. Et bon, hier, il y avait pas mal de participation, c'était intéressant. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça sera pareil et que je ne vais pas vous imposer un monologue. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des partages? Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, je vais continuer, mais n'hésitez pas, si vous avez une question, à m'interrompre et puis à lever la main digitalement ou à activer votre micro et prendre la parole. Nous ne sommes pas nombreux du tout. Donc, je pense que ce sera quelque chose de positif pour le bon déroulement du séminaire. Alors, donc, je vais vous parler de 7 moyens efficaces pour booster votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous savez que 50% des entreprises meurent en moins de 2 ans? 50% des entreprises meurent en moins de 2 ans et 95% ne passent pas les 10 ans. Et ça, c'était avant le Covid, hein, rien à voir avec la pandémie. C'est quelque chose qui était déjà constaté auparavant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'avoir une entreprise à succès n'est pas un jeu facile et nous sommes tous les jours challengés. Mais ce n'est pas une fatalité et on peut acquérir le bon mindset, les bonnes stratégies pour en ressortir gagnant. Donc, nous avons vu, et je vous ai rappelé aujourd'hui, 8 leviers pour améliorer la qualité de vos produits et services, pour diminuer les gaspillages et les non-conformités, pour favoriser l'innovation et penser amélioration continue. Donc, toujours dans l'amélioration continue, mais cette fois en agissant un peu sur le mindset, je vais vous proposer 7 moyens pour booster votre chiffre d'affaires. Alors, le premier, c'est de voir grand. 80% de votre réussite est fondée sur le mindset. C'est quoi le mindset? C'est la manière dont vous percevez, c'est la manière dont vous percevez vous-même. C'est à quel point vous avez la conviction que vous allez y arriver. Euh, c'est la façon dont vous gérez les conflits intérieurs que vous avez sur l'argent, sur votre capacité ou incapacité à y arriver. Parce que beaucoup de gens, hein, pas seulement en Afrique, ici aussi en Europe, les gens ont une façon de concevoir l'argent qui est parfois incompatible avec le monde des affaires. C'est comme dit, voilà, l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, les gens qui ont de l'argent, en fait, c'est des gens qui sont égoïstes, etc. Et donc, on a comme ça des idées reçues, des pensées limitantes sur l'argent. Et ça bloque aussi le fait, notre capacité à avancer. Et puis, nous avons souvent tendance à voir petit. Est-ce que toi qui es ici ce soir, tu vois petit ou est-ce que tu vois grand? Parce que ça ne prend pas plus d'efforts de penser grand que de penser petit, hein. C'est pareil au niveau des efforts qu'on a pour penser, qu'on fait pour penser. C'est pas plus difficile de penser grand que de penser petit. Et Grant Cardone a développé un concept qui s'appelle 10x. 10x, 10 fois x, 10x, donc 10 fois en fait. 10x, c'est 10 fois. Et qu'est-ce que c'est ce concept? C'est que il dit que nous sommes en mesure de générer 10 fois plus de chiffre d'affaires et que cela ne fait aucun doute. Alors moi, je me suis inscrite à la Cardone University euh, où on est un peu entraîné par Grant Cardone.
Et donc, ils commencent, enfin, Grant Cardone, des personnes qui travaillent avec Grant Cardone. Euh, et au début, quand on arrive, il nous fait faire euh, des tests, il nous fait écrire en fait tous nos objectifs. Et puis après, il réserve une colonne où on doit multiplier tous ces objectifs par 10. Et en fait, les objectifs qu'on doit s'efforcer d'atteindre sont ceux de la deuxième colonne, pas ceux qu'on avait établis, mais ceux de la deuxième colonne, ceux qui sont multipliés par 10. Et tout d'un coup, faire fois, fois 3 le chiffre d'affaires paraît facile parce que on a multiplié l'objectif par 10. Donc, si on avait dit, par exemple, je dis n'importe quoi, 1 million dans l'année, et que lui dit, ça devient maintenant 10 millions, eh bien, généralement, on a tendance à faire 3 millions, 4 millions, et pas, peut-être pas 10 millions, mais beaucoup plus que le million qu'on s'était programmé. Et qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance de ce principe, la puissance de voir grand. Le monde avance, le monde est ce qu'il est parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent grand. Le monde avance parce que les entrepreneurs voient grand. Penser petit est fatigant et inefficace et ne vous amène nulle part, vous dit Grant Cardone. Et puis, dans le séminaire précédent, hein, qui s'est appelé Active tes rêves, Coach Papi nous a parlé du rêve et je me souviens qu'il a pas mal insisté sur le fait que le rêve doit être plus grand que toi. Si ton rêve ne te dépasse pas, c'est qu'il n'est pas à la hauteur de qui tu es. Donc, moi, j'ai une question à te poser, à toi qui es ici ce soir. Si tout était possible, si tu étais certain de ne pas échouer, quel est l'objectif que tu viserais? Et tu sais, tu peux avoir un objectif très grand et ta concurrence ne vise pas un objectif aussi grand. Donc, parce que tu penses grand, tu as déjà un avantage majeur sur ton concurrent. Et donc, je vais te demander à toi qui es ici ce soir, quelle stratégie tu peux mettre en place dans le cas particulier de ton entreprise. Si tout était possible, si tu étais certain de ne pas échouer, quel est l'objectif que tu viserais? Quelqu'un veut prendre la parole? Allô? Allô? En janvier dernier, je me souviens que j'ai assisté à un séminaire et j'ai été émerveillée par le partage d'un des interlocuteurs dont le grand rêve est de devenir président de la RDC. Et ce jeune homme se bat aujourd'hui pour devenir président, peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, mais son rêve, son objectif est de devenir président et il commence déjà maintenant à poser les actions concrètes dans ce sens. Et j'ai trouvé ça juste formidable. La puissance de voir grand. Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous? Je regarde un peu. Non, personne ne veut. Personne. La salle est bien silencieuse ce soir, en tout cas, hein. La salle est très, très silencieuse. Est-ce que vous êtes là ou bien vous dormez? On vous suit, on vous suit, on vous suit. OK, pas de On est partage? là, on est là. OK, ça marche. On vous suit. Ensuite, le deuxième point que je voudrais développer, c'est développer votre résilience. La résilience est une compétence essentielle pour les entrepreneurs, surtout
dans le contexte mondial où nous nous trouvons aujourd'hui, le manque de résilience est la principale raison d'échec des entreprises. Et puis en tant qu'entrepreneur, nous ne pouvons pas éviter les difficultés. Et moi, j'aime beaucoup la phrase de Ryan Holiday qui dit « L'obstacle est le chemin ». Et oui, on peut pas, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, on ne peut pas avancer comme ça sans obstacle, et l'obstacle est le chemin. Quelle est la leçon qu'on peut tirer d'un obstacle? Est-ce que vous pouvez, fermer vos micros quand vous n'intervenez pas, s'il vous plaît? Merci. Donc, je disais qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas éviter les obstacles. Et c'est quoi la résilience? C'est la capacité à prendre un coup, à tomber par terre, à se lever rapidement pour faire un pas de plus avant de prendre un autre coup. Parce que de toute façon, on prendra régulièrement des coups. Mais la résilience, c'est notre capacité à apprendre de ces coups-là, à se relever et à continuer à avancer, tout en sachant que il y aura un coup suivant. Ce n'est pas parce qu'on tente d'éviter les problèmes qu'ils vont disparaître comme par magie. Il faut bien avoir ceci en tête lorsqu'on est entrepreneur. Être entrepreneur, c'est trouver des solutions à des problèmes, relever des challenges et surmonter les crises à longueur de journée. Alors, je vais vous demander, par rapport à votre entreprise personnelle, par rapport à votre cas particulier, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà expérimenté la résilience? Ou comment pensez-vous qu'on peut développer sa résilience? Est-ce que vous êtes déjà quelqu'un de résilient ou sinon, comment pensez-vous qu'on peut développer sa résilience? Est-ce que quelqu'un veut partager? Comment pensez-vous qu'on peut développer sa résilience? Déjà, on peut commencer à donner du sens à l'échec. C'est quoi? C'est Nelson Mandela qui dit euh, je ne perds jamais, j'apprends ou je gagne, quelque chose comme ça. Euh, il faut qu'on ait à l'esprit que les échecs font partie du processus d'apprentissage et que les échecs peuvent être des opportunités de croissance. Et donc, dès l'instant où on voit l'échec de cette façon-là, finalement, ça devient un moyen d'apprendre. Et donc, ça permet d'avancer plutôt que de tomber, de rester à terre. On se dit, pof, qu'est-ce que j'ai appris de ce coup dur-là? Hop, voilà, je prends ça, je me relève et je pars. Et puis, l'optimisme aussi est un facteur qui permet de développer la résilience. Quand on cultive une attitude positive et qu'on cherche des solutions, plutôt que de se focaliser sur les problèmes. OK, là, il y a un problème, mais comment je peux faire pour le surmonter? Quelle solution je peux trouver à ce problème? Donc, voilà, là, ça permet un peu de rebondir assez facilement et assez rapidement. Il y a aussi la gestion des émotions, adopter une attitude de pleine conscience. Bon, il y a des gens spécialisés euh, dans ce domaine-là, qui sont soit dans la pleine conscience comme Christophe André, soit comme Deepak Chopra, euh, dans la méditation, mais la méditation qui permet quand même de développer euh, un peu la résilience. Donc, ça permet aussi d'être conscient des émotions et des pensées qui nous traversent l'esprit et ça permet de mieux gérer le stress. Donc, je pense que ça participe aussi
euh, au développement de la résilience. Voilà quelques exemples hein, pour développer la résilience. Il y en a bien d'autres, mais on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Oui, la magie des partenaires stratégiques. Ça, c'est très, très important. Et important de vraiment développer des partenariats stratégiques. Il faut penser quelles sont les entreprises qui ont les clients que toi, tu désires, mais qui ne vendent pas ce que tu vends. Euh, si par exemple, tu as plusieurs entreprises qui recommandent ton produit ou tes services à tous leurs clients, et maintenant, bah oui, toi, ça te fait beaucoup de clients alors que tu utilises les bases de données de quelqu'un d'autre. Voilà, faire des partenariats stratégiques. Et ça ne coûte quasiment rien au marketing et c'est un levier puissant. Euh, Est-ce que vous avez des exemples de partenariats stratégiques? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est coach en entreprise et qui travaille avec, mettons, un commissaire au compte, et le commissaire au compte bah, propose les services de son partenaire à, à ces entreprises comment dire, à ces entreprises qui ont des challenges. Et donc, ils ont quelqu'un de confiance, donc on leur recommande quelqu'un, et ça fait un partenariat stratégique qui peut être très puissant. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de partenariats stratégiques? Non? OK. Donc, on va continuer. Donc, un autre moyen, ce sont les ventes additionnelles. C'est une stratégie commerciale très puissante pour augmenter le panier moyen. Et, et comment on fait ça? En fait, on instaure une habitude dans l'entreprise avec les équipes qui proposent un produit ou un service additionnel dès qu'un client achète. Je vais prendre ici l'exemple de McDonald's. Quand on arrive chez McDonald's, on demande un menu. Eh bien, systématiquement, quand on finit de passer la commande, à la caisse, on demande et avec ceci, et souvent, ils ont remarqué que souvent, quand ils disent et avec ceci, la personne qui était déjà prête à payer se demande, bah oui, mais peut-être que j'ai oublié quelque chose, peut-être que j'aurais besoin de quelque chose. Et puis, ils commencent à regarder les photos des produits sur les menus, ils réfléchissent et souvent, ils disent, ah ben, je vais prendre un sundae aussi. Donc, en fait, ils prennent un dessert, ils ajoutent un dessert à à leur menu dans lequel dessert n'était justement pas inclus. Et c'est ainsi qu'ils achètent un dessert alors qu'ils n'avaient pas l'intention d'acheter quelque chose, que ce n'était pas prévu, juste parce qu'on leur a dit, et avec ceci. Donc ça, c'est une stratégie de McDonald's. Il faut voir que le système de vente additionnel augmente chez McDonald's le panier moyen de 25%. Dans certaines enseignes McDonald's, ça va jusqu'à 25%. C'est énorme, juste en posant une question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des réactions? Moi, j'aimerais bien vous entendre et ne pas être là à monologuer tout le temps, quoi. J'aimerais bien entendre quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Allô, allô, vous êtes là? Nous sommes là. On vous écoute. On vous écoute.
OK. On vous écoute. Alors, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est recontacter vos anciens clients. Est-ce que la reconquête des anciens clients est une stratégie commerciale importante pour différentes raisons. Pour différentes raisons, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un achat d'un client qui vous connaît, euh, qui a déjà consommé chez vous, que d'un prospect qui n'a jamais rien acheté, parce que, bien sûr, celui qui a déjà consommé vos produits, ben, il est content, il vous connaît, il a confiance. Alors qu'un nouveau prospect, il va hésiter parce que il ne vous connaît pas encore. Et puis, l'idéal, c'est d'avoir un système de suivi de clients automatisé qui fait en sorte que vos clients soient rappelés au moins tous les 6 mois. Et dans certaines entreprises, cette méthode a augmenté de 15% le chiffre d'affaires. Donc, peut-être pas augmenter de 15% le chiffre d'affaires, mais 15% des anciens clients contactés ont acheté. C'est plutôt ça. Donc, 15% des anciens clients contactés ont acheté. C'est quelque chose quand même, c'est un levier assez puissant parce que si on ramène ça à l'impact que ça peut avoir sur le chiffre d'affaires, c'est pas petit. Une autre stratégie est d'apprendre à gagner sur le digital. Parce qu'aujourd'hui, la digitalisation est devenue essentielle pour les entrepreneurs et Covid a vraiment accéléré l'utilisation du digital. Et, et comme on dit, hein, le monde est devenu un petit village. Et le digital nous montre que le monde est devenu un petit village et qu'on peut atteindre des clients à tous les niveaux sur différents continents. Et puis, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous permet d'avoir un marché à grande échelle. On peut toucher un grand nombre de personnes en un minimum de temps. Et le monde est devenu un petit village. On peut vendre nos produits au-delà des frontières 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Euh, Le digital permet aussi de répondre aux attentes des clients et des prospects parce que le marketing digital permet d'adapter l'offre et de proposer des produits ou des services vraiment personnalisés qui correspondent aux besoins des consommateurs. Et puis, comme on est en interaction directe la plupart du temps, lorsqu'on utilise le digital, eh bien, cette interaction favorise la fidélisation et la satisfaction de nos clients. Voilà. Et enfin, le septième point, c'est obtenir des recommandations, faire en sorte que euh, euh, avoir un maximum de recommandations des anciens clients. Euh, Quand on sait que son produit ou son service est bon, euh, eh bien, c'est que peut-être 40% des achats viennent du bouche à oreille. Le bouche à oreille est un levier très, très important, mais à condition que le produit ou le service soit vraiment très bon. Et puis, pour avoir des recommandations, il faut bien sûr offrir un bon produit. Et plus vous avez assuré en expérience et service client, plus il est naturel pour vos clients de vous recommander. Et si un client vous recommande, c'est parce qu'il a consommé quelque chose qu'il a apprécié. Il a apprécié le produit, il a apprécié le service, il a apprécié l'accueil. Hier, il y avait René Ah non, c'est pas René, c'est Donald qui nous disait que dans une station-service, eh bien, quand il y a la queue, au lieu de faire attendre les clients dans leur voiture, surtout quand il fait chaud, eh bien, on les fait attendre dans un salon climatisé
on les fait patienter peut-être avec un verre d'eau, un café ou quelque chose comme ça. Et bien ça, l'accueil là, juste ça peut faire que les gens vont plutôt venir dans cette station-service que dans une autre. Et ils pourront être capables de faire quelques kilomètres supplémentaires pour pouvoir aller dans cette station-service. Donc, euh, l'importance de la première partie de ce séminaire, à savoir la gestion de la qualité dans votre entreprise. Donc là, on va rapidement résumer tout ce qu'on a dit à travers les différentes étapes pour mettre en place une culture d'amélioration continue dans votre PME. Alors, on vient de dire que la gestion de la qualité est quelque chose de primordial. Et puis, pour mettre en place une culture d'amélioration continue dans une PME, il est important de suivre une certaine approche qui implique l'ensemble de l'organisation. Et je vais rebondir sur la question de Papy hier, sur la façon de mettre en place les différents process qui vont gérer la société. Donc, il faut impliquer l'ensemble de l'organisation. Est-ce que quelqu'un veut partager sa vision de la mise en place d'une culture d'amélioration continue dans une entreprise à partir de tout ce qu'on a vu depuis hier? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? La salle est tellement silencieuse aujourd'hui Allô? que je me sens tellement seule. Allô? Pardon? Oui? Moi, c'est Donald. En Oui, fait, vas-y, on t'écoute. Avec beaucoup de plaisir. euh, par rapport à ce que vous dites, Oui, j'essaie de transposer par rapport à mon projet, par rapport à ce que je veux mettre en place dans le futur, en fait. Moi, en fait, d'accord. c'est vouloir installer une entreprise dans l'agriculture, en fait. C'est comment, par exemple, moi, je me dis, par exemple, imaginez, producteur, je produis beaucoup, par exemple, d'haricots. Comment éviter que, comment éviter de faire la perte, euh, éviter la perte ou bien la chute des prix? Comment acquérir des clients? Comment, euh, comment vendre sans intermédiaire? Enfin, j'essaie de transcrire chaque fois ce que vous dites, parce que ça, ce que vous dites actuellement, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est des entreprises qu'on voit essayer de l'installer dans les grandes villes, dans les campagnes. Là-bas, les gens ont un autre mindset, par exemple en Afrique. Il y a des gestions du personnel, gestion des matériels. C'est assez. On ne réagit pas pareil. L'Afrique, c'est la réalité, quoi. Bon, en fait, c'est ça, en fait. Comment éviter le vol, comment avoir de nouveaux clients, comment éviter les intermédiaires. C'est ça, en fait. Quand vous dites que en Afrique, les gens ne réagissent pas pareil, ici, en fait, on a des grandes lignes, mais il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais oublier l'environnement. L'environnement est quelque chose de capital quand on a une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, l'environnement est quelque chose de capital. Donc, tout ce qu'on dit ici, si c'est en Europe, c'est adapté d'une certaine façon. Si c'est en Afrique, dans certains pays d'Afrique, même quand c'est en Afrique, ça dépend des pays. Donc, il faut voir que tout ce qu'on dit ici, c'est à adapter à l'environnement. Par exemple, quand on dit qu'il faut impliquer tous les niveaux de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui est en Afrique, eh bien, vous n'allez pas impliquer
tous vos salariés ou toutes les personnes qui travaillent avec vous de la même façon qu'ici. Parce que, par exemple, si vous proposez des primes à des gens ici, ça n'aura pas le même impact que si vous proposez des primes à des agriculteurs. Donc, si ici on choisit des primes, là-bas, vous allez choisir autre chose. Vous voyez? Vous allez structurer votre environnement d'une autre façon. Maintenant, si vous voulez vendre, vous voulez cultiver et vendre des haricots et que vous ne voulez pas passer par des intermédiaires, c'est-à-dire que vous allez cultiver les haricots dans un champ, les mettre dans des sacs et les vendre en gros, c'est ça? Oui, vendre en gros, même directement en détail. En fait, Mais à qui? S'il n'y a pas d'intermédiaire, à qui vous allez vendre ça sans c'est-à-dire intermédiaire? que comment par exemple, avoir la clientèle? Parce que le problème, quand on vend directement aux intermédiaires, euh, tous les bénéfices baissent en fait. Par exemple, je regarde souvent ceux qui, par exemple, qui produisent les poulets de chair, par exemple, dans certains pays, ou si on en fait beaucoup au Cameroun. Mais parfois, les bénéfices, vraiment, euh, ils font des pertes. Par exemple, ils passent 45 jours à élever les bêtes. Après, quand ils vendent, le grossiste vient, il baisse. Ils oublient que il y a des personnes qui y travaillent, il faut traiter, il faut acheter des produits euh, et nourrir en même temps. Et quand on fait les calculs, le prix de revient, le gars, il s'en sort pas. Franchement, c'est... Allô? Ah, la communication n'est pas bonne. Allô? Allô? Oui, 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 oui. Non, mais on vous entend très bien. Vous pensez que la situation est différente en Afrique et en On vous Europe, entend là, très bien. Pardon? Est-ce que par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, vous pensez que la situation est différente en Afrique et en Europe? La différence avec l'Europe, nous, ici en France, on a exactement ce même problème avec les produits laitiers, les fermiers qui vendent du lait quand les supermarchés arrivent ou les grossistes arrivent, ils sont obligés, en plus avec le système européen, ils sont obligés de vendre à perte et c'est l'État qui les subventionne derrière. Donc, ce problème n'est pas un problème africain ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment dans le commerce qu'il y a des choses comme ça. Mais c'est à vous d'avoir une stratégie marketing adaptée. C'est-à-dire que vos poulets de chair, vous allez les vendre à un certain prix. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant pour justifier ce prix-là, qui est peut-être plus élevé que le prix du marché? Vous allez dire que ce sont des poulets de chair bio. Vous allez dire qu'ils sont enfin, avec des produits, ils ont été nourris au grain ou je ne sais pas. Mais c'est parce que vous allez mettre dans votre communication des éléments qui vont valoriser votre produit et qui vont justifier le prix élevé. Vous voyez? Oui, je vous souhaite. La communication n'est pas bonne. Non. Ça crache. Oui, donc vendre sans intermédiaire, après ça, c'est exclusivement votre stratégie marketing. C'est, vous allez, on a parlé de partenaires stratégiques tout à l'heure, vous allez voir, mais qui c'est qui a les clients que je cherche et qui ne vend pas mon produit. Et vous allez aller, je ne sais pas, peut-être dans des supermarchés, peut-être, je ne sais pas, qui c'est qui peut acheter des poulets. Peut-être que vous n'allez pas vendre vos poulets complètement dépecés et que vous allez les vendre vivants comme si c'est en Afrique, les vendre vivants à des gens qui vendent du poulet, par exemple, au marché. Peut-être, et là, les gens qui travaillent pour vous, ben, il y aura déjà moins de travail parce qu'on ne va pas plumer les poulets, il y a déjà toute une partie que vous ne ferez pas. Et donc,
quand vous allez vendre vos produits, ça va vous permettre de les vendre moins cher parce qu'il y a déjà moins de travail dessus. Ça, vraiment, c'est pas vraiment la gestion de la qualité, c'est beaucoup le marketing, là, ce dont vous parlez. C'est votre communication qui va faire de votre produit un produit exceptionnel. Et puis, vous pouvez, si vous Coach, développez une il marque, y a la main de coach Béatrice, hein. j'arrive. Oui, oui, j'ai vu. Qu'est-ce que je disais? Oui, si vous développez votre marque, ici, vous voyez, il y a des produits de luxe et puis la même chose, on achète ça euh, 5 euros. Ailleurs, on va acheter la même chose, enfin à peu près la même chose à 50 euros, 100 euros, 200 euros. Pourquoi? Pourquoi je prends un rouge à lèvres, par exemple? Pourquoi on peut acheter un rouge à lèvres à 1 euro et un autre à 50 euros? C'est la marque, c'est la communication qui est faite autour de cette marque-là qui fait que les gens vont acheter ce produit-là à ce prix-là. Donc, tout va dépendre de la communication que vous faites autour de votre marque, de ce que vous voulez que votre marque soit et des arguments marketing que vous mettez derrière pour justifier le prix de votre produit. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci, merci. Oui, merci beaucoup. Il y a OK, la main de coach. Coach Béatrice? Pour la parole. Je Oui. salue tout le monde. Quant à moi, c'est la mise en place d'une entreprise qui va se charger de pouvoir acheter des produits agricoles tels que légumes feuilles et légumes fruits qu'on doit fournir maintenant à une entreprise qui a une cantine, une cantine, hein. Donc c'est une entreprise minière. Alors nous sommes en train de pouvoir réfléchir sur l'étude du marché. Pourquoi? Puisque avant, on s'est lancé dans les histoires sans pouvoir peser les pour et les contre. Qu'est-ce qu'on gagne? Quels sont les risques? Mais grâce au renforcement des capacités pour monter des entreprises, cela nous a aidé quand même à voir que non, avant de commencer quelque chose, il faut vraiment se questionner sur quelle quantité fournir, quels sont les prix donc d'achat chez les producteurs et aussi à quel prix nous allons fournir à l'entreprise demanderesse. Donc, ça nous exige. Et puis, j'ai aussi trouvé que si nous sommes nombreux pour être dans une entreprise, les risques sont partagés. Quand on fait les choses bien, nous tous nous gagnons. Et puis, puis il y a peut-être le partage avec les autres pour éviter plus des risques que quand on est seul. Donc, quand on est seul, ça peut vous demander un capital élevé, tandis que quand vous êtes ensemble, vous vous partagez donc les charges. Et en plus de cela, il y a les avantages qui peuvent être liés à ce qu'on est ensemble dans une société qui est avec plusieurs personnes plutôt que quand on est seul. Quand on est seul, quand nous sommes nombreux, on peut approcher une banque si nous sommes en difficulté, si nous voulons augmenter notre capital, ça peut aussi nous aider et aller de l'avant. Alors, tel que vous aviez dit là, les stratégies sur les relations stratégiques, nous avons
pu aussi observer tous ces temps ici des producteurs. Donc, qui sont des producteurs et quels sont leurs produits qu'ils ont et quelles sont les qualités de leurs produits, ce qui peut faire que dans les choix de produits à fournir à l'entreprise demanderesse, ça va quand même ça peut nous aider à faire valoir donc nos produits par rapport, par exemple, aux techniques utilisées pour la production, ce qui peut faire que dans le choix même de ce qu'ils peuvent offrir, nous pouvons retenir l'attention de l'entreprise demanderesse puisque nos produits sont des produits de qualité. Oh, ça a coupé. Donc, cette expérience que nous sommes en train de demander à ce que dans le parcours, on puisse aussi se référer à ceux qui peuvent nous aider. Par exemple, comment monter quoi, le business plan. Donc, peut-être un cabinet ou bien une personne expérimentée qui puisse aussi nous aider à avoir même aussi un comptable pour nous aider dans les calculs. Monter aussi une entreprise, ce n'est pas aussi chose facile. Donc, diriger une entreprise, ce n'est pas aussi chose facile, ça demande aussi beaucoup de temps, de compétences. Donc, c'est ça la petite expérience que nous avons voulu partager. Donc, ce sont les préparatifs en vue de, puisqu'il y a donc une commande qui est là, et puis nous sommes certains que nous pouvons décrocher ces marchés et que voilà, nous sommes avec des personnes capables de décaisser de l'argent pour qu'on forme maintenant une société pour pouvoir faire face à la demande. Voilà, jusque-là, c'est que nous... donc, c'est ça, nous sommes à ce niveau, l'étude du marché et consort. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour ce partage. Vraiment une future structure très, 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 très intéressante. Donc, vous avez déjà quelqu'un à qui vous allez livrer les légumes, que ce soit des feuilles ou que ce soit d'autres types de légumes. Vous avez déjà vos clients, c'est ça? Oui, oui, nous avons une personne qui est membre de notre petite société, alors qui est mieux placée pour que nous puissions gagner ces marchés-là. Donc, il y a quand même donc, c'est dans le système de RSE. Responsabilité sociétale des entreprises. Alors, les entreprises minières ont un grand personnel et puis ils ont des cantines pour nourrir leur personnel et ils ont aussi besoin de pouvoir nourrir ces personnels. Mais maintenant, au lieu de s'approvisionner en Afrique du Sud, en Zambie, donc on leur demande d'encourager les producteurs locaux pour pouvoir fournir, donc ils achètent. Ils peuvent acheter dans des coopératives. Donc, donc pour nous, c'est une opportunité de pouvoir aussi nous constituer en entreprise pour pouvoir fournir maintenant les produits, disons, frais à cette cantine-là, à cette entreprise. D'accord. Et vous avez déjà la quantité de produits que vous allez fournir, etc. C'est ça que vous êtes en train d'étudier en ce moment, c'est ça? Effectivement, nous avons des producteurs locaux. Nous avons des producteurs agricoles. Nous avons une coopérative de production agricole avec à peu près une trentaine de personnes qui produisent les légumes, feuilles et les légumes fruits.
Oui. Alors, nous sommes en train de nous concerter pour voir les quantités qu'on nous demande et le prix, les calculs de prix par rapport aux producteurs agricoles. Mais c'est bien Et nous votre truc. attendons maintenant, pardon? Oui, je disais que c'est très bien votre truc parce que vous avez déjà des clients et c'est à partir des clients que vous allez vous constituer en entreprise. Et vous avez déjà différents producteurs chez qui vous allez pouvoir acheter pour satisfaire les besoins de votre client. Donc, Exactement. votre étude de marché va être facile à mener, en fait, parce que vous avez une Mhm, demande, la demande est claire. Alors, vous n'allez pas vous contenter de ce client potentiel, vous allez faire une étude de marché pour voir un peu quels sont les autres clients qui pourraient avoir besoin de vos services et voir si il faut combien, en fait, quelles sont les quantités de produits que vous allez acheter auprès mhm. des producteurs. Et les producteurs, vous savez qu'ils existent. Donc, votre truc est super bien. Effectivement, d'ailleurs, moi, ça me fait plaisir puisque, vous voyez, nos producteurs agricoles souffrent beaucoup. Mhm. Comme il y a aussi les changements climatiques, donc ce sont des personnes qui vivent dans l'angoisse, dans la production, dans toute période de la production. Ils ne savent pas comment ça sera à la fin, quelle quantité. Et puis, si nous leur achetons cela, cela va faire que les, nous allons quand même avoir les produits à un bon prix, puisque nous achetons donc à la base auprès des producteurs plutôt que acheter aux intermédiaires. Ça peut Mhm. aussi être profitable pour que nous aussi, nous puissions aussi avoir un gain quand même Conséquent. donc, considérable. C'est, Et puis, c'est aussi un apport pour que mm, nos producteurs aussi aient l'argent frais plutôt que encourager les ventes l'importation. des pays voisins. Voilà. Hmm. Donald, cette intervention est une réponse à ta question, tu vois, Oui, pour bien éviter sûr. voilà, pour éviter les intermédiaires, eh bien, on s'adresse directement à des consommateurs. Et là, dans les cantines, on peut vendre des quantités importantes. Donc, même pour l'élevage de poulets, même, ben, voilà un moyen de distribution qui peut être rentable et rapide, hein. Oui, j'ai bien suivi notre consoeur, ce qu'elle a dit, quoi. En fait, en l'écoutant, j'ai même pensé à une autre idée. Au lieu de vendre, par exemple, installer les retussoirs, par exemple, dans certains points, puis essayer un peu de multiplier le gain. Par exemple, Voilà. quand elle est en train de parler, je suis en train de cogiter en même temps, quoi. Merci beaucoup. Voilà l'importance des partages dans les séminaires. Chacun apporte à l'autre. Donc, si Maxwell a dit le chiffre 1 est trop petit pour qu'on en fasse quelque chose, eh ben, c'est ça, le partage. Merci beaucoup, euh, coach Béatrice et puis Donald. Merci à vous. Je me sens tout à coup moins seule. OK, donc on va résumer les étapes pour mettre en place, sauf si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. C'est bon. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez envie de prendre la parole, vous levez la main ou bien vous démutez votre micro et vous parlez. Voilà, donc je vais résumer les étapes pour mettre en place une culture d'amélioration continue dans une PME, si vous avez une PME. Voilà, donc là, je vous ai juste listé les points, comme on a déjà pas mal parlé de chacun de ces points-là. Euh, Là, c'est juste un résumé. Donc, premièrement, euh, définir une vision claire. Commencer par établir une vision claire euh, de ce que signifie l'amélioration continue pour votre entreprise, ainsi que les objectifs que vous souhaitez atteindre. Parce que dans tout ce qu'on a dit là, que ce soit avec Coach Béatrice ou avec Donald, euh, il faudra quand même, même si ce sont des petites structures, mettre en place
un système d'amélioration continue, un système de gestion de la qualité. Ça va être très important pour maximiser les gains, pour diminuer les gaspillages, etc., tout ce qu'on voit depuis hier. Mais pour ça, il faut commencer par une vision claire. Ensuite, il faut engager la direction. L'engagement de la direction est crucial parce que les dirigeants doivent montrer l'exemple et soutenir les initiatives d'amélioration continue. Ensuite, il y a la formation et la sensibilisation. Il faut former tous les employés aux principes et aux outils d'amélioration continue. Il faut que les employés aient conscience que la qualité est importante pour tout le monde, notamment pour le client final. Et si le client final est satisfait, alors on a atteint notre objectif. Mais si les salariés n'ont pas conscience de ce fait très important, eh bien, leur travail quotidien, ils ne vont pas intégrer ce point-là dans leur travail quotidien. Donc, d'où l'importance de sensibiliser toute l'équipe. Ensuite, il faut communiquer efficacement au sein de l'entreprise. La communication efficace est extrêmement importante. Donc, il faut mettre en place des canaux de communication ouverts et transparents et aussi partager les succès, partager les échecs et les leçons apprises. Il faut aussi impliquer tous les employés, encourager la participation active de tous les employés. Donc, ils sont impliqués, encouragés à participer et il faut aussi leur donner la possibilité de proposer des idées et de participer à la résolution de problèmes. Comme ça, là, ils se sentent vraiment impliqués, engagés dans l'aventure collective de toute l'équipe. Ensuite, il faut mettre en œuvre des processus de soutien, intégrer des processus de soutien d'amélioration continue. Par exemple, ça peut être des réunions, des revues de processus, des systèmes de retour d'informations, etc., à mettre en place en fonction de l'activité de la société, bien sûr. Il faut aussi utiliser les bons outils, des outils adaptés pour suivre les progrès, pour mesurer les performances, identifier les domaines d'amélioration. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure après l'intervention de Donald. Euh, Faire attention à l'environnement parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose dans la société A et l'implémenter comme ça, aveuglément, dans la société B sans tenir compte des différences des gens qui y travaillent, des différences de culture, des différences de point de vue, des différences d'environnement, etc. Donc, il faut que tout ça soit vraiment adapté à l'environnement dans lequel on évolue. Donc, d'où l'importance d'utiliser les bons outils. En 8e point, on a évalué et ajusté. Donc, il faut évaluer régulièrement les progrès, ajuster votre stratégie en fonction des résultats obtenus, des retours des employés et des résultats que vous visez. Il faut aussi, bien sûr, célébrer les succès, reconnaître et célébrer les succès, même les plus petits, parce que ça permet de maintenir la motivation et l'engagement envers l'amélioration continue. Et enfin, le dernier point, c'est l'apprentissage continu. Encourager un environnement où l'apprentissage est continu et où les erreurs sont vues comme des opportunités d'amélioration. Donc, quand on suit ces étapes que j'ai résumées en 10 étapes, bon, ça permet à une PME de développer une culture d'amélioration continue robuste qui va contribuer à la croissance et à un succès à long terme. Parce que dans l'amélioration continue, on voit long terme, on voit loin. Voilà. Et bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on met en place un système de gestion de la qualité, il est important, très, très important, d'implémenter des indicateurs. C'est bien de mettre des stratégies en place, mais il faut pouvoir mesurer si ces stratégies qu'on a implémentées sont efficaces. Donc, voilà, donc on améliore, mais on améliore aussi les indicateurs, on modifie aussi les indicateurs en fonction de ce qu'on recherche, en fonction de ce qu'on a obtenu, etc.
Donc, tout ce qu'on met en place est régulièrement revu dans le but d'améliorer. Donc, j'avais parlé des stratégies marketing. Je crois que je vais passer ce point parce que par rapport aux deux exemples que j'ai entendus, c'est vrai que si on est vraiment dans l'agriculture, dans des choses de ce genre-là, les stratégies marketing qui vont être ici beaucoup... bon, je vais vous les lister, puis vous allez voir ce que vous en faites, hein. Euh, Fidéliser les clients, développer le marché, mettre en place des stratégies de tarification. Si vous avez des questions, on pourra revenir. Optimiser la présence en ligne. Voilà pourquoi je voulais un peu sauter ça, parce qu'il y a beaucoup comment dire, de la présence en ligne, dans les exemples que j'ai entendus, n'est pas forcément très pertinente. Donc après, tout ça est à adapter à votre domaine d'activité. Donc segmenter la clientèle, oui, ça peut être pertinent. Ça va dépendre aussi de, de votre secteur d'activité, de vos objectifs. Ensuite, il y a proposer des offres spéciales, améliorer votre service client, collaborer avec d'autres entreprises, analyser vos données, investir dans la formation de votre équipe. L'investissement dans la formation des équipes est toujours quelque chose de très, 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 très important. Même si vous avez des agriculteurs, il y a toujours des choses que vous pouvez leur apprendre pour qu'ils améliorent leur efficacité, leur rentabilité, etc. Donc, quand vous travaillez avec des gens, quand vous avez des salariés, posez-vous toujours la question de savoir comment investir dans la formation de vos équipes. Vous ne serez jamais perdant. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou voilà, des témoignages, etc. Que quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on aborde les relations professionnelles. Donc, je continue, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez, euh, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, les relations professionnelles, c'est quelque chose de très, 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 très important. Comment on peut, grâce aux relations professionnelles, catapulter une carrière à un niveau supérieur? Eh bien, il y a un principe hein, je crois que c'est Brian Tracy qui en parlait dans les 7 principes euh, de la réussite, je crois que ça s'appelle comme ça. Et son quatrième principe était penser gagnant-gagnant, le win-win. Euh, Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de ça, mais il y a une différence entre le comprendre et le maîtriser. Parce que lorsqu'on intègre ce principe dans sa vie, et pas que dans la vie professionnelle, mais dans sa vie en général, ça change tout. Que ce soit au niveau donc personnel, enfin dans tous les domaines de votre vie, dès l'instant où vous êtes en relation avec des gens et que vous pensez gagnant-gagnant, euh, c'est vraiment un levier formidable et en particulier dans le domaine professionnel. Euh, Gagnant-gagnant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours chercher un système où la personne avec qui vous traitez va gagner autant que vous allez gagner. Dans différentes situations dans votre carrière, dans votre business, ça va être difficile d'avoir une entreprise à succès si vous ne fonctionnez pas véritablement sur ce principe gagnant-gagnant. Il faut qu'il y ait au moins 2 gagnants. Au moins.
Parce que généralement, les gens sont focalisés sur ce qu'ils vont obtenir. Quand on négocie, par exemple, avec un investisseur, avec une banque, avec des clients, on est généralement focalisé sur soi. Mais c'est naturel, l'être humain est ainsi fait. Et pour remporter la partie, pour gagner, il faut utiliser l'empathie. Il faut véritablement se mettre dans la peau de l'autre. De quoi l'autre a besoin? Qu'est-ce que l'autre cherche? Par exemple, euh, Coach Béatrice parlait tout à l'heure d'aller lever des fonds à la banque. Mais si vous vous constituez en entreprise et que vous voulez aller lever des fonds à la banque, demandez-vous, mais qu'est-ce que cet investisseur, parce qu'après tout, c'est un investisseur, ce qu'il va faire, c'est un investissement. Qu'est-ce qu'il va poser comme question? Quelles sont ses peurs? S'il vous dit non, pourquoi il vous dit non? Il n'a rien contre vous en tant que personne. Pourquoi il peut dire non? Qu'est-ce qui lui fait peur? Vous allez à la banque, qu'est-ce que la banque va vous poser comme question? Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je dois lui dire pour cocher les bonnes cases? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va accepter ma proposition? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va dire, bon, c'est bon, celui-là, je peux vraiment passer ce prêt-là. Euh, donc, il fallait comprendre ce qui se passe dans le monde de l'autre le plus possible. Qu'est-ce que l'autre recherche? Comme ça, vous serez en mesure de lui faire une proposition qui va faire que lui aussi sera gagnant dans cette affaire, autant que vous, vous allez être gagnant dans cette affaire. Donc, toujours penser gagnant-gagnant. Euh, on entend souvent des entrepreneurs qui parlent aux clients, oui, mon produit ceci, mon produit cela, euh, au lieu de se focaliser sur en quoi leurs clients pourraient être plus heureux. Oui, j'ai un bon produit, mais ce produit-là, il peut être aussi, il peut être très, très, très bon, mais s'il ne sert pas à la personne à qui je m'adresse, j'ai beau vanter les mérites de mon produit, ça ne sert à rien. En quoi est-ce que mon produit pourrait améliorer la qualité de vie des clients? Et on voit ça partout, hein. On voit ça aussi dans les couples, des personnes centrées sur elles-mêmes. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes focalisé que sur vous, eh bien, ça veut dire que vous êtes focalisé sur je veux prendre, je veux prendre, je veux prendre, mais je ne veux rien donner. Donc, l'autre en face de vous va partir. Lui ne gagne rien. Et donc, dans ce cas, vous n'êtes pas en situation de gagnant-gagnant. Et vous montrez à l'autre qu'il n'y a qu'un seul monde qui existe, c'est le vôtre. Son monde à lui n'existe pas. Donc, même si vous êtes salarié, que vous avez un patron, que vous voulez avoir, je ne sais pas, moi, une augmentation, bien, il faut savoir négocier et le convaincre et justifier cette augmentation et dire, voilà, cette augmentation-là, qu'est-ce que ça va apporter à la société? Pareil, si vous recherchez un emploi, vous voulez être recruté, souvent les gens arrivent à un entretien d'embauche et puis, bon, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, mais tu as fait, mais qu'est-ce que tu peux apporter dans cette entreprise où tu postules? Euh, Clairement, le salarié qui a 10 fois plus de chances d'être recruté, c'est la personne qui dit, voilà ce que j'ai fait par le passé, voilà mes qualités, voilà mes défauts, voilà en quoi je peux vous aider dans votre vision, dans votre mission, voilà en quoi je peux vous aider à euh, être plus profitable, gagner plus. Voilà comment je peux vous aider à fidéliser votre clientèle. Voilà pourquoi vous pouvez le choisir parce que je peux vous permettre d'avoir un service impeccable, etc., etc., etc. Et là, le patron va se dire, ça c'est quelqu'un d'intéressant. Si vous êtes patron, ou si vous avez déjà embauché quelqu'un, vous comprenez très bien ce point de vue-là. Parce que quand quelqu'un vient vous dire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'étais machin, euh, ben oui, mais qu'est-ce que tu peux m'apporter? Moi, qu'est-ce que je gagne? Donc, essayez vraiment d'être toujours dans l'empathie parce que nous autres êtres humains, nous sommes intéressés par nous. Et si on est deux et que chacun est intéressé par lui-même, eh bien,
ça va être difficile de s'entendre, de trouver un terrain d'entente gagnant-gagnant. Parce que de la même façon où vous êtes centré sur vous, de la même façon, votre interlocuteur est centré sur lui-même. Voilà. Donc, si vous avez l'impression que vous tirez sur la corde, vous avez l'impression que vous allez gagner cette fois-ci, que l'autre va perdre et que la prochaine fois, on verra, et que vous avez l'impression de gagner cette fois-ci, détrompez-vous. Détrompez-vous. Par exemple, si vous avez un fournisseur, vous êtes un très bon client de ce fournisseur-là et que vous négociez, vous tirez sur les prix et que ce fournisseur n'a pas envie d'abandonner un de ses meilleurs clients, eh bien, il va dire oui. Et puis, il va accepter le prix que vous lui proposez. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le travail sera un peu bâclé parce qu'il va avoir l'impression de travailler pour rien, il ne va pas être pleinement satisfait, il ne va pas être motivé pour faire votre travail. Et puis, petit à petit, si c'est un produit qu'il fabrique pour vous, la qualité de ce produit va se détériorer. Et puis, petit à petit, vos clients vont commencer à se plaindre parce que la qualité a baissé. Et puis, petit à petit, vous allez commencer à perdre des clients, ou bien vous allez avoir des réclamations clients, etc., etc. Au final, vous n'êtes pas gagnant du tout. Vous avez pensé être gagnant au début, mais au final, vous n'êtes pas gagnant du tout. Il faut essayer d'éliminer les déséquilibres et établir toujours avec les gens des relations qui soient le plus saines possible. Donc, voilà, pensez gagnant-gagnant. Là, donc on est toujours dans les relations professionnelles et on va parler maintenant de la synergie. La synergie, c'est utiliser l'intelligence, l'intention bienveillante de 2, 3, 4 personnes ou plus pour chercher une solution qu'on n'aurait pas pu trouver seul. Et ça commence par la philosophie du gagnant-gagnant. Je veux faire gagner et je veux gagner moi aussi. Et pour cela, il y a une discussion qui s'ouvre et ça commence vraiment par de l'empathie. Euh, c'est aussi l'intention d'améliorer la qualité de vie des autres et c'est à travers notre discussion, à travers un brainstorming que cette intention de bienveillance va pouvoir se manifester. Et donc, on va comme ça pouvoir trouver une solution encore meilleure que ce à quoi on aurait pensé seul. Et c'est ça le pouvoir de la synergie. 1 plus 1, ce n'est pas égal à 2. 1 plus 1 est égal à 3, ou bien plus que 3. Et quand un groupe de personnes, au moins 2 personnes se réunissent pour trouver une solution, c'est complètement différent de quand on est seul à réfléchir dans son coin. Et c'est Napoléon Hill qui parle vraiment et qui développe beaucoup euh, la puissance de la synergie. Et c'est grâce à la puissance de la synergie que des entreprises deviennent multimilliardaires. C'est comme ça que des couples deviennent incroyablement heureux. C'est comme ça que les organisations grandissent. C'est comme ça qu'un business peut croître de manière exponentielle. Et quand on fonctionne en synergie sur le gagnant-gagnant, c'est juste explosif. Donc, la question que je peux te poser, c'est quelles sont tes relations actuelles que tu n'exploites pas à travers le pouvoir de la synergie? Et puis, comment peux-tu utiliser la synergie dans ta carrière, dans tes différentes relations? Comment pourrais-tu exploiter pleinement la synergie pour catapulter ta carrière, tes finances, tes relations et atteindre un tout autre niveau?
Donc ça, c'est une question auquel nous pouvons chacun réfléchir de notre côté. Alors, je vais rapidement parler de 5 valeurs essentielles d'une équipe gagnante. 5 valeurs essentielles d'une équipe gagnante. Donc, j'ai noté l'honnêteté, la responsabilité, l'intégrité, la confiance, l'entraide. Et dans votre business, vous pensez équipe gagnante. Ce n'est pas juste vous et des personnes à qui vous payez un salaire pour faire certaines choses. Non, c'est une équipe. On va chercher une équipe. Euh, comment puis-je avoir les meilleures personnes? Comment on peut faire activer la synergie pour qu'elles soient les bonnes personnes à la bonne place et qu'on fonctionne correctement ensemble? Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous devez absolument activer ce qu'on appelle des qualités, des valeurs essentielles qui vont faire que votre équipe sera une équipe gagnante. Donc, pour ce qui concerne l'honnêteté permet aux gens d'éviter de parler dans le dos les uns des autres. L'honnêteté permet d'éviter d'avoir des non-dits. Euh, L'honnêteté, c'est pas dire waouh, écoute, qu'est-ce que tu es grosse. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est du manque de respect. L'honnêteté, c'est déjà commencer à être honnête envers soi-même et discuter ouvertement avec les autres, avec beaucoup de respect. Être honnête envers soi, c'est être, c'est être aussi honnête envers les autres. Je peux dire à quelqu'un, j'ai un challenge parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Écoute, tu m'as envoyé ça la veille alors que tu devais le faire pour hier, je ne sais pas, tu devais m'envoyer ça il y a 2 jours. Maintenant, tu m'envoies ça avec 2 jours de retard. Moi, j'ai ma partie à faire dessus. C'est le week-end, ça me fait travailler le week-end, alors que le week-end, j'avais prévu, etc., etc. Mais dire les choses et pas attendre que l'autre soit parti et puis commencer à parler dans son dos. Il faut ouvrir la communication, être suffisamment honnête pour dire, écoute, ça ne me convient pas et on va trouver une solution gagnant-gagnant. Et les personnes qui arrivent en disant, mais non, ceci, cela, j'avais cru que, j'avais compris que, ben non, ça, ce sont des personnes qui cherchent des excuses. Et il faut mettre carte sur table et dire, non, voilà. Euh, Si on se trompe, eh bien, on dit, bah, excuse-moi, j'ai merdé, ça n'arrivera plus. Voilà ce que je vais faire à partir de maintenant pour que ça n'arrive plus. Donc, l'honnêteté, en tout cas, pour moi, c'est une valeur euh, très importante pour que la synergie puisse bien fonctionner. Ensuite, on a la responsabilité. Euh, chaque- Chacun doit être bien clair sur ce qu'est sa responsabilité. Chacun est 100% responsable de son métier. Donc, pour ça, il faut beaucoup de clarté pour tout le monde. Si par exemple, tu es manager, tu es un chef d'entreprise et tu veux donner un rôle à quelqu'un que tu viens d'embaucher, par exemple, eh bien, il faut être très, très, très clair sur ce que tu attends de lui. Vous avez discuté, hein, gagnant-gagnant. Il sait ce qu'on attend de lui, il sait ce qu'il attend de l'entreprise, ce que lui, il attend de l'entreprise. Euh, et puis, il est content pour ça, que ce soit parce qu'il aura des bonus à la fin de l'année, parce que, enfin, je ne sais trop quoi. Euh, donc, il faut s'assurer qu'il est 100% responsable. Donc, bien lui dire, tu sais, ton job, ça va être ça. On laisse les gens totalement responsables. Donc, je vois qu'on est un peu pris par le temps. Euh, je vais passer à l'intégrité, qui pour moi est mais vraiment quelque chose de capital. Il faut tenir ses promesses, très important. Euh, si tu me dis vendredi 12 heures, c'est vendredi 12 heures.
Si tu ne peux pas vendredi 12 heures, dis-moi vendredi 16 heures et ce sera vendredi 16 heures. Parce que quand tu es en retard, tu mets toute l'équipe en retard. Ça, je dis ça, mais ça dépend aussi des secteurs d'activité. Ça dépend des différents secteurs d'activité. Donc, le fait de tenir ses promesses, c'est vraiment très important. Ensuite, il y a la confiance. On ne peut jamais activer la synergie lorsqu'on est constamment en train de se méfier les uns des autres. Il faut faire confiance aux gens, mais la confiance ne veut pas dire qu'on exclut le contrôle. Donc, moi, j'ai un comptable, ben, je vérifie les comptes. Je ne veux pas tout laisser au comptable comme ça. Euh, il faut faire confiance aux gens, mais une fois que vous avez bien défini l'honnêteté, l'intégrité, la responsabilité, alors, et que c'est OK pour chacun, alors, ben, tu fais ton job, je fais mon job, et on se fait confiance. Et puis, la cinquième valeur pour créer la synergie, c'est l'entraide. Il faut rappeler que tout le monde dans l'équipe est dans le même bateau. Quand une personne a un problème, c'est le problème de tout le monde. Ce n'est pas juste je fais mon job et je me fous du reste. On est dans la même équipe. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive au boulot en étant heureux. On est dans un système où on a l'impression d'avoir de vrais amis autour de nous. Et si vous avez quelqu'un à côté de vous que vous n'aimez pas, ça peut arriver, ben, allez voir cette personne et demandez-lui comment vous pouvez lui donner un coup de main. Et vous allez voir que, eh bien, ça va vous permettre de mieux apprendre à connaître cette personne. Et, cette personne-là, demain, quand vous aurez un problème, eh bien, vous allez voir que cette personne aussi va venir vous aider. Il ne faut pas penser que ah ben, je l'ai aidée là, j'ai fait ça pour elle, bon, moi là, je n'ai rien gagné, on n'est pas dans le gagnant-gagnant. Non. Quand vous allez l'aider aujourd'hui, demain, elle pourra venir vous aider. Je crois qu'on va... Hop, je vais finir avec cette diapo-là parce que, bon, on a parlé de tout ça, mais en fait, euh, pour vraiment mener tout ça, il faut avoir le meilleur outil pour faire tout ce dont on a parlé, c'est l'influence, c'est le leadership, c'est l'exemplarité. Et donc, quand on demande à ses collaborateurs de se comporter d'une certaine façon, il faut que nous-mêmes, nous puissions être un exemple. Le manager, le leader doit être un exemple. Et s'il demande aux gens d'accomplir telle chose et que lui-même, il fait complètement le contraire, ça ne marche pas. John C. Maxwell nous dit que le leadership n'est ni plus ni moins que l'influence. Attention, on ne parle pas de manipulation, on parle d'influence positive. On fonctionne dans le gagnant-gagnant. On se demande comment je peux faire gagner l'autre avant tout, tout en étant moi-même gagnant. Gagnant, toujours très important. Et quand on commence à penser comme ça, eh bien, c'est qu'on grandit en leadership. Euh, voilà, c'est le meilleur outil pour faire tout ce qu'on a dit là. C'est l'exemplarité, c'est l'influence, c'est le leadership. Donc, on a vu les 5 valeurs et ce qui va vraiment faire que l'équipe va pouvoir activer cette synergie et va fonctionner, va respecter toutes ces valeurs. Ça va être l'exemplarité du leader. Je vais m'arrêter là. Bon, on ne va pas trop développer ça parce que voilà, on a atteint on a atteint la limite horaire. Je vais donc voir s'il y a des gens qui veulent réagir comme tout à l'heure avant de rendre la parole à Coach Papy.
Oui, Gogo. Bonsoir à tout le monde, bonsoir coach Aurélie. C'est vraiment juste pour vous remercier de ces cœurs, de préparer toute cette matière si importante. On ne sent pas seulement la matière, mais on sent l'expérience. C'est comme si vous avez toutes les questions à propos et vous mettez cela à la disposition, à notre disposition. Vraiment, c'était juste pour vous remercier. Tantôt, quand on ne pose pas des questions, on s'est dit, mais c'est profond et on préfère écouter. Et par moment, quand on ne partage pas une expérience, c'est parce qu'on s'est dit, on reçoit l'expérience. En tout cas, coach Aurélie, c'était juste pour vous encourager, vous remercier et vous supplier de toujours penser à nous quand il y a de tels programmes. Même dans le One by One, nous, par exemple, là, nous en avons grandement besoin par rapport à ces nouveaux élans que prennent nos entreprises. On en parlera peut-être à deux. Et voilà, mais du moins, vraiment merci. J'ai compris beaucoup de choses. Certaines qu'on applique déjà, mais certaines qu'on doit améliorer. Vraiment merci. Je me dis, j'étais en train de changer avec mon directeur de programme de la télé. C'est un journaliste chevronné qui est venu d'une autre chaîne, qui est maintenant chez nous. Mais je me dis, quand on échangeait avec lui, il y avait cette confiance-là, il y avait cette idée d'entraide, ça l'a attiré, il y avait cette empathie, comme vous en parlez si bien. On ne voit pas seulement nos intérêts, mais clairement, on parle aussi de ce qu'ils peuvent bénéficier auprès de nous. Et on sent vraiment qu'ils sont ouverts à nous en même temps que nous sommes ouverts à eux. Et vraiment, je bénis Dieu pour ces merveilleuses choses, voulais-je dire, que vous avez mises à notre disposition. Merci, coach Aurélie. Merci, coach Papindala, pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Roger, à vous la parole. Merci, coach Aurélie. Moi, c'est Roger Moukadi. Je pense que coach Papi me connaît. On a déjà fait une connaissance avec lui. Je vous parle à partir des États-Unis. En fait, pour ne pas revenir sur la nécessité de tout ce que j'ai entendu, c'est pour dire que d'abord, le bénéfice de ça, c'est que ça nous réveille. Là où nous étions endormis, nous nous réveillons. Voilà l'avantage de tout ce qu'on a dit. Mais je voudrais apporter un peu ma contribution en disant que, en tant qu'entrepreneur, qu'on soit individuel ou bien organisé en société, la dimension d'organisation est au milieu de tout. La gestion, je voudrais dire d'une manière générale, donc on parle de la gestion. Et la gestion est multidisciplinaire. C'est pour cela que, même aujourd'hui, quand vous nous parlez, on sent que vous nous avez apporté une discipline qui accompagne d'autres disciplines dans la gestion. Vous avez parlé de marketing. C'est très important parce que, donc, on comprend que dans ce domaine-là, vous nous avez apporté beaucoup de choses. Alors, il faut maintenant qu'on comprenne que tout le monde comprend que le monde fonctionne avec des principes et des lois. Et des lois-là sont partagées, et des principes sont partagés dans les différentes disciplines. C'est pour cela qu'on a le principe des consultants, parce que j'ai entendu beaucoup de questions. C'est vrai, on est entrepreneur, on voudrait faire l'agriculture, mais soi-même, on n'est pas agronome, soi-même, on n'est pas comptable, mais on a juste l'idée, peut-être, on a le capital. C'est pour cela que on peut aussi apporter certaines expériences. Comme moi, par exemple, j'ai ce que j'appelle le système intégré de gestion des entités avec Stereocom. Le Stereocom, c'est la marque des logiciels que moi-même j'ai produit
pour aider les entrepreneurs à bien gérer leurs entités. Parce que vous avez vu, la première question qu'on a posée sur comment maîtriser les coûts, comment tout cela, il faut avoir une science qui vous permet de faire tout ça. Comment maîtriser la fonction des coûts? Et après tout, il y a la loi générale qu'on dit que tous les prix dépendent de l'offre et de la demande, bien qu'il y a aussi d'autres choses. Donc, il y a des principes qui sont déjà établis, qui sont connus mondialement. Vous pouvez les connaître que peut-être si vous les avez expérimentés vous-même, ou bien vous avez demandé à un expert qui vous les a expliqués et qui vous a montré comment les faire. C'est pourquoi j'exhorte aussi notre plateforme à identifier s'il y a des experts dans un domaine ou dans un autre, à la fin, d'avoir cette possibilité ici de demander souvent qui peut-être dans tel domaine peut nous aider à faire ceci ou cela. Alors, pour ne pas m'étendre, coach Papi me connaît très bien. Moi, j'aide les entreprises dans l'organisation et la pratique de la comptabilité en bonne et due forme pour résoudre tous les problèmes-là de gestion dans ce que j'appelle les SIGES, système intégré de gestion d'entités avec ses comptes. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre activité, vous devez d'abord budgétiser vos activités. Cela même va représenter votre idéal et votre foi. En quoi vous croyez en quoi? Tout ce que vous croyez là, vous croyez en un champ, vous devez savoir ce champ-là, quels sont les intrants qui sont, ou bien les intrants. Vous devez budgétiser. En plus de cela, après les budgets, vous avez la comptabilité qui va vous permettre de faire enregistrer toutes vos opérations, ainsi que produire les états financiers pour l'État, vous-même et les communs des mortels, comme c'est prévu par la loi. La même comptabilité va vous servir pour faire la comptabilité analytique, c'est-à-dire comment calculer les coûts, connaître les prix de revient de tout ce que vous faites, les champs que vous faites, à court terme ou à long terme. Tout ça, il faut connaître comment les faire. Vous êtes en train de faire le palmier. C'est un bon projet. Mais après 5 ans, vous pouvez connaître le coût de votre projet? Si vous n'êtes pas organisé avec un spécialiste dans le domaine, je ne pense pas. Vous pouvez faire ce que nous appelons les contrôles de gestion. Les contrôles de gestion, c'est savoir ce que vous avez prévu et ce que vous avez réalisé, voir les écarts et déterminer les performances ou les contre-performances pour prendre des décisions judicieuses. Cela ne peut se faire que si on a utilisé les principes de gestion, tels que nous venons de dire ici, un système intégré, parce que la gestion est de toutes les façons multidisciplinaire. Peut-être que je suis bon comptable, mais je ne suis pas bon marketeur. Peut-être que je suis un agronome, mais je ne sais pas calculer les prix. Mais peut-être qu'il y a des touches à tout. C'est pour cela que j'exhorte tout le monde à réfléchir dans la dimension système d'équation à plusieurs inconnus. Beaucoup de gens ne résolvent pas leurs problèmes parce qu'ils réfléchissent dans le système d'équation à une inconnue. Ils pensent que les problèmes qu'ils doivent résoudre a seulement une seule inconnue. C'est comme ça que même beaucoup de Congolais pensent. Et une fois qu'on a résolu X, on se rend compte qu'il y avait aussi Y et Z pour avoir la solution. Et le temps qu'on va maintenant commencer à se battre pour trouver Z, or on ne pourra pas trouver Z si on n'a pas trouvé X. Alors ça, c'est mon exhortation pour dire, bien sûr, un entrepreneur, il prend les risques. Un entrepreneur, il met son capital. Il peut s'associer ou bien être seul, ça dépend. Mais maintenant, il faut qu'il ait le temps de consulter d'autres disciplines. Il y a, je ne sais pas si toutes les disciplines peuvent coûter cher, mais il y a d'autres qui peuvent être gratuites, comme nous sommes en train de le faire ici. Nous avons appris beaucoup de choses à travers cette plateforme
Je n'ai pas payé, mais j'ai appris quand même. Mais il y en a d'autres qui demandent un coût, un prix à discuter, à négocier. Mais l'avantage est que vous serez éclairé de faire ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, la loi de l'offre et la demande, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Vous posez des questions, comment je vais vendre? Mais la loi principale, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre est supérieure à la demande, vous pouvez avoir de bonnes idées, chercher à monter le prix, ça ne marchera pas. Parce qu'on a offert beaucoup, plus que ce qu'on demande. Mais l'inverse, lorsque l'offre est inférieure à la demande, même le marketing que vous ferez sera différent. Ça sera de niveaux différents parce que les gens viendront eux-mêmes chercher ce dont ils ont besoin. Voilà un peu de mots, ce que je voudrais apporter un peu comme compte. Mais c'est vaste, c'est multidisciplinaire. On peut compartimenter. Aujourd'hui, on a écouté dans le marketing, c'est très important, mais il y a plusieurs disciplines dans le domaine de la gestion. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci pour le partage. Effectivement, hein, comme on disait, le chiffre 1 est trop petit pour faire quoi que ce soit. Et on ne peut pas avancer comme ça tout seul. On a besoin d'une équipe. Et quand on parlait tout à l'heure de la synergie, c'est de ça dont on parlait. Il faut des gens de différentes disciplines avec différentes compétences pour pouvoir faire en sorte que la synergie avance. Bien entendu, hein, dans une société, il y a le directeur marketing, il y a le directeur financier, il y a le directeur administratif, etc., etc. Chacun a ses compétences et chacun a sa fonction au sein de l'entreprise, même si elle est petite. Voilà, donc ce dont on a parlé ce soir, c'est comment faire en sorte que toute cette équipe-là fonctionne en synergie, que tous les membres de cette équipe-là, que ce soit le comptable, que ce soit le spécialiste en marketing, que ce soit le spécialiste en ressources humaines, comment faire en sorte que tout ce monde-là, cette équipe-là, fonctionne en synergie avec chacun à sa place, chacun avec ses compétences, chacun avec ce qu'il aime faire. Parce que moi, je n'aime pas faire la comptabilité, mais dans mon entreprise, j'ai un comptable. Donc, il me complète. Voilà, donc, mais une fois qu'on a trouvé toutes ces bonnes personnes, comment faire en sorte que toutes ces bonnes personnes-là fonctionnent en synergie et que l'équipe, dans sa globalité, soit efficace? Donc, on a abordé des points qui se complètent, en fait. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ou bien je passe la main à Coach Papy? Donc, Coach Papy, c'est à toi. Ok, ok, ok. Merci beaucoup, merci Coach Aurélie, merci à tout le monde. Merci à Roger Moukadi qui a intervenu tout à l'heure, mon ami. Merci à chacun de vous, Eugène Kalompuniko, Joël Mokomba, Gogo, Gédéon Niembwe, Coach Béatrice. Ça a été un plaisir. On ne peut pas citer tout le monde. Il y en a d'autres qui ont eu des problèmes de réseau. Nous sommes arrivés au terme de notre 3e séminaire. C'est toute une série, c'est tout un programme. Il y a certains qui, comme mon ami Roger Moukadi, c'est un séminaire payant, c'est un programme payant et vous avez juste bénéficié sur un seul séminaire, disons même pas un séminaire, un jour sur un séminaire. On a commencé en janvier ce programme en route vers la réussite. On a commencé avec le premier séminaire qui était dans le rythme de la vie. Et on a poursuivi avec le 2e séminaire qui était Active tes rêves.
Et aujourd'hui, on vient de terminer le 3e séminaire, le 2e jour de ce 3e séminaire, qui était axé sur un pas plus loin, un pas plus haut. Et Coach Aurélie, ça a été une très belle expérience. J'ai beaucoup pris de notes. J'étais calme comme Gogo. Coach Gogo a dit, j'ai beaucoup appris personnellement. Et là, avant de se séparer, on est tenté de se projeter sur notre dernier séminaire. Ça sera le 25 et le 26 octobre. Excusez-nous, c'est un séminaire payant. Si vous avez eu la chance de participer à au moins un, peut-être ce n'est pas évident que tu participes à l'autre. Et vous aurez les modalités de paiement et tout, si vous pensez que c'est nécessaire. Le dernier séminaire de la série, avant que l'autre série revienne l'année prochaine, ça sera axé sur le pouvoir de la discipline. On a écouté mon ami Roger Moukadi parler de systèmes intégrés, des systèmes d'équations à plusieurs inconnus. On a écouté comment Coach Aurélie a développé depuis hier jusqu'à aujourd'hui et on est plus que satisfait. Et maintenant, le 4e séminaire, ça va être sur le pouvoir de la discipline. Le bonheur est exigeant. Es-tu prêt à consentir les sacrifices qu'il attend de vous? Merci beaucoup. C'est sur cette note qu'on se sépare. On se retrouve le 25, le 26 octobre de cette même année. Bye bye. Merci. Merci bye bye. beaucoup à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Ouais, Merci beaucoup à vous aussi.